Emmanuel Macron face aux Français, le président s'exprime à 13 h à la télévision depuis une école de l'Orne à l'occasion des 1 an de son quinquennat. Il va tenter d'apaiser les inquiétudes, notamment des ruraux et des retraités, alors que les cheminots poursuivent leur grève perlée. Donald Trump veut une intervention imminente en Syrie. Les Américains pourraient frapper après la découverte d'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad. De son côté, la Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont pires que pendant la guerre froide, a dit hier Donald Trump. Jour 4 à Notre-Dame-des-Landes, les forces de l'ordre poursuivent leur opération après avoir donné l'offensive hier après-midi pour déloger les zadistes. Lors des questions au gouvernement, le Premier ministre a écarté toute pause dans l'évacuation malgré les demandes de 2 députés de la majorité. Fin du statut pour les nouveaux cheminots et ouverture à la concurrence entre 2019 et 2023. Hier, les députés ont poursuivi l'examen du projet de loi SNCF dans l'hémicycle. Côté cheminots, un nouveau mouvement de grève reprend ce soir à 20 h et pour 48 heures. Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron va s'exprimer tout à l'heure à la télévision. Ce sera à 13 h sur TF1. Qu'est-ce que vous en attendez? Pas grand-chose. Je crains. J'aimerais qu'il abandonne les projets de privatisation, parce que c'est de ça dont il s'agit de la SNCF, projet de sélection à l'université, et qu'il comprenne que la colère qui est en train de monter dans le pays ne peut pas, on ne peut pas lui faire face avec les matraques, la répression, etc. Voilà, j'aimerais qu'il comprenne ça. J'ai plutôt l'impression qu'il va nous jouer le côté droit dans ses bottes. Avec un étonnement, c'est que, vous savez, dans ce genre de conflit, d'habitude, le président de la République, il intervient vraiment vers la fin, quoi. Quand les ministres, le Premier ministre ne sont pas parvenus à freiner le mouvement. Et là, il intervient dès le début, donc il a plus de fusible. Je ne crois pas que ce soit une preuve de force, à mon avis. Et il intervient 2 fois à 3 jours d'intervalle, puisqu'il sera aussi dimanche soir à la télévision. Comment vous interprétez ces 2 prises de parole successives? Un peu dans la manière dont Emmanuel Macron exerce sa présidence depuis le début. On se rappelle que, souvenez-vous, dès le début de son mandat, il grille la politesse à son Premier ministre qui doit faire le discours d'investiture devant l'Assemblée nationale. Il parle au Congrès devant tous les parlementaires. Il y a un côté hyper dirigiste, hyper monarque, un petit peu Jupiter. C'est pas un hasard qu'on l'ait appelé comme ça d'Emmanuel Macron. Et là, il continue, mais je crois qu'il se rend pas compte qu'il a affaire à un mouvement qui est en train de monter dans le pays. On le voit partout, et je ne crois pas que ça soit ce n'est pas la bonne solution, celle qu'il prend aujourd'hui. Je crois que il freinera en rien le mouvement des cheminots, des étudiants, de plus en plus de salariés qui montrent leur mécontentement et qui comprennent que la brèche est peut-être ouverte et qui sont en train de s'y engouffrer pour remettre en question sa politique. Quel bilan vous faites de ces 1 an qui viennent de s'écouler? Franchement, catastrophique. Catastrophique. Pour ceux qui tiennent à l'État social, pour ceux qui tiennent à ce qui font les fondements de notre République depuis maintenant plusieurs décennies, et notamment après la libération, sur le service public, sur des lois sociales qui protègent les salariés, sur des budgets qui permettent à l'État de jouer un rôle dans l'économie, sur les protections sociales dont on nous annonce en 2019, si là il arrive à passer et à casser le service public, elles vont être mises à mal. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un très très mauvais bilan. Moi, c'est un bilan qui m'inquiète. C'est-à-dire que il est en train de défigurer le pays, c'est ça, il est en train de défigurer la République. Et en plus, il joue maintenant avec les communautarismes et même avec la laïcité, comme il l'a montré cette semaine en expliquant qu'il fallait rétablir les liens entre l'Église catholique et l'État, alors que ces liens sont heureusement rompus depuis 1905. François Hollande publie un livre aujourd'hui sur les leçons du pouvoir. Il revient sur son quinquennat. Vous allez le lire? Non. Ça vous intéresse pas? Disons que j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées et que je ne suis pas sûr de consacrer du temps à François Hollande, pas plus d'ailleurs à mon avis que les Français s'y intéressent. J'ai vu qu'il avait fait une très mauvaise audience sur France 2 l'autre jour lors de son passage. On va quand même l'écouter. Oui, écoutons-le. L'ancien monde, c'est la démocratie. L'ancien monde, ce sont des partis qui expriment le suffrage universel. Le nouveau monde, il existe, c'est celui de l'univers numérique qui fait que toute information se mêle à toute rumeur. C'est celui de partis qui n'existent pas. En fait, il y a aujourd'hui en France des partis qui n'ont pas, qui ont peut-être des militants, qui ont peut-être des adhérents. Enfin, on ne sait pas comment les dirigeants sont choisis. Il n'y a pas de délibération collective. La République en marche. Mais pas seulement. Les groupes des Insoumis. Regardez, puisque vous parlez, vous connaissez le bureau politique, vous, des Insoumis? Vous savez comment les dirigeants sont choisis? Visiblement, vous êtes visé.
Ouais, non, je m'amuse. Pour quelqu'un qui a fait du tripatouillage interne au Parti Socialiste pendant des années, je trouve ça quand même assez fort de café qu'il se permette de juger la démocratie dans les autres mouvements. Il n'y a pas de bureau politique chez vous, c'est vrai que c'est pas une organisation comme un parti. Non, c'est pas comme un parti. Là, on vient de faire une assemblée représentative le week-end dernier qui a pris des décisions qui représentaient à la fois les députés, les espaces. C'est un espace démocratique à l'intérieur de la France Insoumise. Bien sûr, c'est des manières à un moment donné de prendre des décisions. Alors, ce qui se passe par rapport à un parti, c'est que comme nous avons plus de 500 000 signataires qui ont signé sur un programme, une stratégie, c'est vrai qu'on ne prend pas position sur tout, contrairement par exemple au parti de gauche que par ailleurs je dirige et qui est dans France Insoumise. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire la politique qui est nécessaire parce que on n'arrivera pas à engager des centaines de milliers, voire des millions de concitoyens dans la politique pour changer les choses si on garde uniquement les formes partidaires actuelles. Voilà, ça ne correspond pas au mode de mobilisation, notamment de la jeunesse par les réseaux sociaux. Donc il faut arriver à s'adapter pour permettre justement l'application citoyenne. Mais le problème de François Hollande, c'est qu'il est resté sur cette espèce de pensée qui imagine que le Parti socialiste est toujours au centre de la vie politique. Bon, vous avez vu vous-même qu'on n'a quasiment pas parlé du congrès du Parti socialiste ce week-end, et finalement, c'est tant mieux. Alors vous arrivez quand même à vous faire entendre, quitte à faire des coups d'éclat. Hier, vous avez quitté tous l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce que le micro de Clémentine Autain a été coupé au moment où elle posait sa question, simplement parce que son temps imparti était terminé. Pourquoi avoir fait cet exclamation? Alors moi, j'intervenais à la fac de Tolbiac pour soutenir les étudiants et notamment en cas Tout votre groupe a quitté l'hémicycle. Voilà, mais j'ai vu les images, j'ai vu ce qui s'est passé. J'allais dire que l'ambiance un peu dans l'Assemblée, notamment, parce que ce qu'on voit pas, c'est que sur les images, on voit Clémentine intervenir, mais on voit pas le brouhaha absolument infernal de tous les députés d'En Marche, les réactions de Collomb énervés en bas de la tribune, et qui ont fait que Clémentine Autain est obligée à un moment donné de s'interrompre. Donc quand elle est obligée de s'interrompre à cause des cris de cette majorité qui nous la joue très tolérante et qui en fait se révèle... Ça veut dire quoi, qu'on lui a volontairement coupé son micro? On lui a coupé au bout de 2 minutes, on aurait pu lui laisser quelques secondes de plus, puisque la plupart des députés d'En Marche ne supportent pas manifestement une parole dans l'Assemblée qui soit différente de la parole de Jupiter. Donc je pense qu'on aurait dû lui laisser en plus. Mais vous savez, ça montre que ce régime, finalement, ce gouvernement est aux abois. Voilà, sa majorité sont aux abois. Ils pensaient qu'ils allaient appliquer leur politique et que les Français allaient les regarder tout sourire en appréciant considérablement ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pas le cas. Et il va falloir maintenant qu'ils s'habituent à être peut-être pas mal aimés eux-mêmes, en tout cas que leur politique est mal aimée dans le pays. Voilà, il faudra peut-être qu'ils admettent qu'il y a une parole de position. Alors Clémentine Autain s'en prenait justement à la violence utilisée à Notre-Dame-des-Landes. On va écouter le ministre en charge du dossier, Sébastien Lecornu, qui en parle ce matin. Dans mon autre vie, j'étais réserviste opérationnel de la gendarmerie. Je sais à quel point les gendarmes ont préparé cette opération. Et on le voit bien que tout cela est fait avec mesure et fermeté. Mais la proportionnalité dans la réaction des forces de l'ordre a été face à la violence qui a été proclamée et dégagée par les opposants. À la Vous fin avez du des mois... enjeux de nettoyage, de réparation, de déblaiement. Personne ne le dit, mais enfin, il faut le dire. Aujourd'hui, la route départementale n'est pas dans un bon état. Il va falloir encore refaire des travaux. Ça prendra forcément un peu de temps. Je ne suis pas capable de vous donner un délai ce matin. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous demandez au gouvernement de stopper l'évacuation? Bien sûr. Enfin, Sébastien Lecornu est incroyable. Tout le monde voit les images, les images autorisées, parce que les journalistes aujourd'hui ne sont plus autorisés. Ce sont des images de la gendarmerie, généralement, qui nous sont communiquées. On est comme si on était dans une guerre. Vous voyez, on donne les images officielles, c'est quand même incroyable. En France aujourd'hui, utilisation de blindés, utilisation de flashballs, de grenades, des encerclements. Face à des zadistes assez violents quand même. Oui, mais attendez, il y a quelques zadistes violents, mais la grande majorité, vous croyez bien que c'est que quand la police n'arrive pas à faire une opération comme elle l'espérait en quelques heures, ça veut dire qu'il n'y a pas juste quelques zadistes violents. Il y a une masse de personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a aujourd'hui une opération policière de cette ampleur, alors que même des discussions étaient en cours et que aujourd'hui... Parce que c'est une zone de non-droit, parce que les personnes ne se sont pas mis en conformité avec la loi. Attendez, ça fait des années que cette zone est occupée par des gens grâce à qui l'aéroport Notre-Dame-des-Landes n'a pas été fait. Exactement comme le Larzac il y a quelques années. Après le Larzac, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait les gens qui avaient occupé, qui avaient des projets de vie, des projets agricoles, des projets sociaux. On a fait une société. Il y a une société qui a été créée sous
François Mitterrand et qui a permis justement que ces gens-là restent, s'implantent. Et aujourd'hui, au Larzac, il y a moins de désertification rurale que dans les régions autour du Larzac. Et si vous prenez un bail, vous avez le droit de rester. C'est la même chose qui était en train de se négocier. C'est la même chose qui était en train de se discuter. Or, le gouvernement... Vous ne croyez pas qu'il y a certains récalcitrants qui ne voulaient pas quand même se mettre en conformité avec la loi ? Faire une opération de communication. Il s'est dit lundi, on montre les muscles, on montre que c'est nous qui avons la main. Emmanuel Macron termine à la fin de la semaine à la télé pour boucler tout ça et on a une belle opération de communication. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement, contrairement à ce qu'on dit, quelques zadistes violents qui sont sur le terrain, c'est de plus en plus de soutien qui arrive des associations qui depuis le départ, notamment d'élus qui depuis le départ sont occupent ces lieux, disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, le gouvernement, c'est pas la police que je mets en cause. Là, j'entendais Sébastien, c'est le gouvernement qui met la police dans une situation où nous savons tous, depuis Cress-Malville, un mort, Michalon, dans les années 70, depuis Stevens, un mort, Rémi Fraisse, que des opérations de ce type en pleine nature sont extrêmement dangereuses. Si jamais il devait y avoir un drame plus grave que ce qui se passe en ce moment, il y a déjà beaucoup de blessés, seul le gouvernement et Emmanuel Macron serait responsable. Donc il faut qu'ils arrêtent. La police aussi pourrait intervenir à Tolbiac dans les facultés. C'est ce qu'a demandé le président de l'université. Vous êtes contre ? Évidemment, si on pense que la solution pour faire face à un mouvement où maintenant c'est des assemblées générales de milliers de personnes, à Tolbiac il y avait 2000 personnes, hier où j'étais, de faire face avec la répression et d'envoyer les policiers dans les facultés, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Il n'y a pas aussi un combat politique entre ultra-gauche et ultra-droite qui prennent... Non, prenez pas les paroles du gouvernement. À Tolbiac, pour l'instant, il n'y a que l'ultra-droite qui est attaquée. Donc j'aimerais bien qu'à un moment donné, on pointe les responsabilités de l'ultra-droite, qui menace des députés, moi j'en fais partie, qui se permet des opérations de préparation d'assassinat, que ce soit vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon ou du ministre porte-parole du gouvernement. Donc j'ai un petit... Benjamin Griveaux ? Voilà, non pas Benjamin Griveaux, enfin, c'est pas grave. Bon, donc aujourd'hui l'ultra-droite fait preuve de beaucoup d'agressivité et je suis étonné que quand on demande à Gérard Collomb qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à ça, on nous renvoie les deux extrêmes. Non, il y a d'un côté des groupes d'ultra-droite qui interviennent dans des facs, Montpellier, Tolbiac, et de l'autre côté il y a des étudiants qui maintenant par milliers sont dans le mouvement. Donc arrêtons de caricaturer. Ouais. On connaît cette vieille caricature qui a été faite dans tous les mouvements, de Vaca et autres. On a essayé de nous la jouer, ça n'a pas marché. Et vous savez pourquoi ça marche pas ? C'est que quand un étudiant qui n'était pas forcément favorable au mouvement, en tout cas s'y intéressait pas, voit des amis à lui en train de se faire massacrer ou attaquer par l'extrême droite, et il se met dans le mouvement. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire, et tant mieux. Alors il y a plusieurs fronts de contestation. On a parlé de Notre-Dame-des-Landes, des facultés. Il y a aussi la SNCF. Vous étiez au Tréport il y a quelques jours avec Benoît Hamon, Pierre Laurent, Olivier Besancenot ou François Ruffin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire une alliance de toute la gauche pour faire tomber le gouvernement, pour contrer ces réformes ? Non, c'est pas ça dont il s'agit. Il ne faut pas faire dire aux images plus qu'elles ne le veulent. Il y a plusieurs partis qui sont contre le projet ferroviaire et qui le disent ensemble. C'est du classique, c'est normal, dans l'action on est ensemble. Donc il n'y a pas après je ne sais quelle construction pour demain de telle ou telle alternative, entre des mouvements d'ailleurs qui, par exemple sur l'Europe, ont aujourd'hui des désaccords. Nous on pense qu'on ne peut pas s'opposer à l'ouverture à la concurrence de la SNCF en votant les paquets ferroviaires à Bruxelles. Donc là c'est juste une alliance de circonstances finalement. Là c'est sur l'action. Sur l'action on est ensemble. Et je pense que c'est nécessaire, c'est bien de se retrouver comme ça, mais ça ne peut pas suffire. C'est pour ça d'ailleurs que nous on suit François Ruffin quand il appelle par exemple à des initiatives de convergence citoyenne. Il va y avoir le 14 avril à Marseille, où syndicats, partis politiques, associations vont manifester. Je pense aussi à Lille, Montpellier, les étudiants vont se retrouver. Et puis le 5 mai a été une date mise par François Ruffin, anniversaire citoyenne d'Emmanuel Macron, qui a eu lieu il y a une semaine à laquelle d'ailleurs je participais. Je pense que c'est bien de mettre des dates pour aider le mouvement social, pour leur dire il faut tenir parce que vous êtes notre espoir, et notamment je pense aux cheminots qui sont actuellement en grève. Mais il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de mouvement unitaire au-delà de la SNCF. Il faut un mouvement qui unisse le peuple, qui fédère le peuple, qui donne envie aux gens, aux citoyens, de se dire on ne peut pas faire grève parce qu'il n'y a pas de journée d'action. Et la CGT ne sera pas avec vous le 5 mai, oui, vous le regrettez ? J'ai vu ces décisions, mais je pense qu'il y aura beaucoup de syndicalistes de la CGT qui seront avec nous. Bon, je respecte la position. La CGT, elle craint une récupération du mouvement par les politiques ?
Non, oui, enfin, j'ai pas tout à fait vu ça à l'interview de Philippe Martinez. Non, il y a des partis politiques, et d'ailleurs, Philippe Martinez le sait, parce qu'on est dans beaucoup de luttes où y compris les syndicalistes viennent nous dire, venez nous soutenir, venez dire que vous êtes d'accord avec nous. Vous savez, quand il y a des attaques inédites comme celles que nous subissons aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron, il faut des réponses inédites. Il ne faut pas rester chacun dans son couloir à penser que chacun a seul la solution. Les syndicats ont évidemment un rôle que nous ne prendrons jamais, qui est d'appel à la grève, d'organisation dans les entreprises, mais évidemment, nous, en tant que mouvement, nous avons aussi pour devoir, non seulement dans l'Assemblée, mais dans la rue, de participer à la mobilisation et d'essayer de faire en sorte que tout ça converge. On va écouter François Hollande qui a pris la parole sur la Syrie. Je vais vous demander de réagir. Il y a une frappe chimique, il doit y avoir une réaction de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité, c'est la 12e fois que la Russie pose son veto, ne peut pas donner, c'est dommage, une légalité internationale. Donc mais il faut que Paris et Washington... je soutiendrai toutes les réactions, y compris militaires, parce que ce qui a été commis en Syrie est inadmissible et ne doit pas être sans réponse. Est-ce que vous êtes pour une intervention militaire en Syrie ? Non. Et je suis absolument opposé aux propos de François Hollande là. François Hollande, il est quand même extraordinaire. En 2010, il a expliqué qu'il fallait supporter militairement l'opposition à Bachar el-Assad, ce qui fait qu'on est passé d'une opposition politique à militaire qui a donné la main à Al-Qaïda et même à Daesh. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous propose derrière les Américains, derrière l'Amérique de Donald Trump, excusez-moi, mais pour moi, entre l'Amérique de Donald Trump et la Russie de Poutine, je suis pas sûr que le premier soit moins dangereux que le second, au contraire, il l'a prouvé depuis le début, et en nous disant, comme on l'a fait au moment de la guerre d'Irak, bon, il y a des armes chimiques, alors il y a aucune preuve encore qui est donnée, peut-être que c'est le cas, j'ai aucune sympathie pour le régime de Bachar el-Assad, peut-être que c'est le cas, mais comme on nous l'a fait par le passé au nom d'armes chimiques, et qu'on a envahi l'Irak, et que par la suite, on a eu une déstabilisation de toute la région sur laquelle ont poussé des dangers comme Daesh. Je dis attention, la France doit être ceux qui jusqu'au bout proposent de négocier, de discuter entre tous les acteurs sur le terrain et pas d'être derrière les va-t-en-guerre de Donald Trump qui me paraît extrêmement dangereux dans la situation. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.